Francis Ngannou est l'un des combattants de MMA les plus célèbres au monde. Ses KO sont spectaculaires et on se demande bien aujourd'hui qui pourrait résister à sa force brute dans une cage. Alors qu'il pourrait empocher des millions de dollars en défendant son titre de champion du monde des poids lourds contre John Jones, Ngannou a préféré tourner le dos à l'organisation la plus réputée au monde, l'UFC. Et personne ne dit non à l'UFC. Mais Francis n'en a rien à foutre. Il y en a eu du chemin depuis son premier combat professionnel en 2013, jusqu'à son couronnement à l'UFC en 2021, à l'âge de 34 ans. Il y a quelques semaines, j'ai tweeté « Ngannou est le Mohamed Ali de notre époque ». Tu te doutes bien que sur Twitter, j'ai essuyé une vague de critiques. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais bien mettre en parallèle la vie de Mohamed Ali et celle de Francis Ngannou. Mais peut-on vraiment comparer les deux champions? D'abord, sportivement, tous deux sont devenus champions dans la catégorie reine et poids lourds. L'un comme l'autre ont connu des défaites et malgré ça, ont su revenir au meilleur niveau. Ils sont devenus les numéros 1 dans leurs disciplines respectives, pour l'un la boxe anglaise et pour l'autre le MMA. Ils ont attiré l'attention du public, des médias et du monde du sport. Et pourtant, il est difficile de mettre Ali et Ngannou sur un pied d'égalité. Ali restera un maître du noble art, avec un style, de la grâce, de la technique, qui aura révolutionné son sport et qui marquera les générations qui vont le suivre. Le boxeur Mohamed Ali est un modèle. Alors que Ngannou est un phénomène. Lourd, explosif, puissant et dangereux, ce qui est tout aussi spectaculaire. Mais sportivement, on parle de deux athlètes bien différents. Avec Ngannou, on se rapprocherait plutôt d'une comparaison avec Mike Tyson. Pour Ali, on parle d'une légende de notre sport. Alors tu comprendras que c'est pas sur ce terrain-là que j'ai voulu emmener la réflexion des gens lorsque j'ai dit Ngannou est le Mohamed Ali de notre époque. Sur quels critères je me suis basé pour dire ça? Alors commençons par le chapitre 1 de notre histoire. Dans les années 2000, une réforme aux États-Unis est passée. Elle vise à protéger le droit des boxeurs, notamment les combattants professionnels, afin qu'ils ne se fassent pas arnaquer lorsqu'ils signent des contrats. Cette réforme porte le nom de Mohamed Ali. En mai 2023, lorsque Ngannou va signer son contrat avec le PFL, il va imposer une clause très particulière. Cette clause est tournée non pas vers son intérêt à lui, mais vers celui de son adversaire. Lorsque Ngannou va faire son premier combat avec le PFL, son adversaire est garanti de toucher au minimum 2 millions de dollars. Minimum. Je trouve que cette démarche est suffisamment rare pour la souligner. En général, les combattants, et j'ai envie de dire tout humain sur cette terre, cherchent d'abord à se remplir les poches lui-même. Et après, on a toujours cette belle phrase « Oui, mais c'est pour la famille, c'est pour les enfants. » Oui, c'est surtout pour toi d'abord. Mais que dans son contrat, il ait eu cette volonté de mettre en avant un salaire minimum pour son prochain adversaire, je trouve ça d'une très grande classe. Tout comme Ali, il commence déjà à faire changer les codes de son sport. Alors ok, c'est un bon début, mais c'est un peu léger, tu me diras. Alors passons au chapitre 2. Mohamed Ali fait partie de cette poignée de sportifs qui ont de l'influence au-delà de leur sport. Sans vous faire un cours d'histoire, l'Amérique dans laquelle grandit Mohamed Ali n'est pas des plus aisés pour un jeune noir. Le jeune boxeur, confronté à l'Amérique raciste, décidera d'en faire l'une de ses plus grandes revendications. En devenant musulman, Cassius Clay change de nom pour celui de Mohamed Ali. C'est un choix spirituel mais aussi politique. Ali, comme vous le savez sûrement, refuse de participer à la guerre, ce qui lui vaudra d'être condamné et on lui retire son titre de champion du monde qu'il a tout fraîchement remporté. Ok, on en reste là pour l'histoire de Mohamed Ali parce que si vous me lancez, on va y passer la nuit. Je voulais simplement vous rappeler ce qu'incarnait Mohamed Ali dans son pays et ce qu'il représentait pour la jeunesse de son pays. Un homme capable de perdre ce qu'il avait durement gagné, son titre de champion du monde, pour défendre son honneur et conserver ses valeurs. Et qu'en est-il de Francis Ngannou? Lui est né en Afrique, au Cameroun. Il a choisi de quitter son pays dans le but de devenir boxeur. Oui, je suis quitté du Cameroun, j'ai fait le Niger, Algérie, Maroc. Il se retrouve alors au milieu des migrants, prêts à risquer leur santé et pour les plus malchanceux, prêts à risquer leur vie,
afin de rejoindre l'Europe. J'ai essayé à plusieurs fois, je me suis fait déchirer par des barbelés un peu partout. Ça a failli me sortir les intestins, mais quand on vous attrape à la barrière, les plus grands détails sont automatiquement considérés comme des leaders. Et les sorts, Dieu seul les viendra en secours à partir de ce moment. Ngannou va parcourir l'Afrique, traverser la mer et enfin atteindre la France, où il va réaliser son premier objectif, devenir combattant professionnel. La suite, vous la connaissez, direction les États-Unis, où il deviendra champion de l'UFC. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, Ngannou, malgré la garantie de faire un combat très lucratif chez l'UFC, en tant que champion poids lourd, va décider de se tailler, car il estime qu'en tant que combattant, il n'est pas suffisamment respecté. Un peu comme Ali, qui était devenu un traître à son pays lorsqu'il a décidé de ne pas partir à la guerre, et on a bien vu des champions du monde à l'époque s'opposer au discours de Mohamed Ali, ben, le champion de l'UFC, lui, n'est pas soutenu tant que ça par le monde du MMA. C'est-à-dire qu'on applaudit discrètement son audace, tu vois, c'est-à-dire que voilà, de loin on le soutient, on dit ok, ouais, non, c'est bien Francis, mais va devant, et puis nous, on voit, on jauge, et peut-être qu'on te rejoindra. Et puis, plus les semaines passent, plus les mois passent, et on commence à entendre de plus en plus de critiques. Ouais, Francis, il n'aurait pas dû quitter l'UFC, on lui proposait quand même un joli contrat, il aurait pu gagner beaucoup d'argent, pourquoi il n'a pas affronté John Jones? De plus en plus de monde commence à dire qu'il est très certainement dans l'erreur et que c'était plutôt un caprice de star. Et finalement, Ngannou va obtenir un contrat sur mesure avec l'une des organisations concurrentes de l'UFC. C'est dans ce fameux contrat qu'il va signer un deal pour son prochain adversaire. Du côté de Mohamed Ali, lui aussi, malgré qu'on lui ait mis des bâtons dans les roues, malgré qu'il ait été condamné sur la place publique, il obtiendra quand même une seconde fois le titre de champion du monde. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Ali, lors de sa première tentative de redevenir champion du monde, alors qu'il était encore invaincu, on lui avait retiré son titre, il va échouer. Et ce qui est assez drôle, c'est que Ngannou aussi, la première fois qu'il va tenter le titre de champion de l'UFC, il va échouer. Et il l'obtiendra lors de la revanche. Ali redevient champion en 1974. Je fais juste une petite pause à ce moment-là de mon histoire. Imaginez 2 secondes ce que représente Mohamed Ali pour les jeunes Américains et ce que représente Ngannou pour les jeunes Camerounais. Chacun incarne un combat, une lutte, ils n'ont pas lâché et à la fin, ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Bref, Ali redevient donc champion du monde en 1974 en battant le champion George Foreman. C'est à Kinshasa, en Afrique. Et ce qui est une parfaite transition avec mon chapitre final. Non mais je suis un génie de l'écriture, hein, c'est incroyable. Tous deux sont allés en Afrique en tant que champions. Lorsque Ngannou devient champion de l'UFC, il est le premier Camerounais de l'histoire à obtenir ce titre et il est le premier Africain à l'obtenir dans la catégorie des poids lourds. Ngannou ira célébrer sa victoire en présentant son titre devant les Camerounais au pays. Ali, je vous le disais, il redevient champion du monde en Afrique. C'est très certainement le combat le plus mémorable de sa carrière, mais saviez-vous que Ali était déjà allé en Afrique auparavant? Dans les années 60, lorsque Ali devient champion du monde en battant le terrible Sonny Liston, il va alors entreprendre un voyage en Afrique et il va visiter plusieurs pays. On peut imaginer que lors de ce voyage, il va nouer de nombreux contacts qui vont favoriser le combat qui arrivera des années plus tard à Kinshasa. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ali, c'est aussi un excellent homme d'affaires. Lors de ce voyage, Ali va à la rencontre du peuple africain. C'est l'occasion pour lui de se rapprocher de sa foi, mais aussi de ses origines. Je suis persuadé que c'est aussi à travers ce voyage que Ali a puisé la force de continuer son combat pour les droits des jeunes noirs aux États-Unis. Mohamed Ali, en tant qu'Afro-Américain, a orienté son combat principalement aux USA, même s'il a eu un retentissement mondial, car Mohamed Ali a combattu dans le monde entier, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique. Mais comme vous le savez, son combat s'est étendu au-delà du ring, et pour vous donner l'un des exemples les plus marquants, il sera envoyé notamment auprès de Saddam Hussein afin d'établir des négociations. Francis Ngannou, lui, est un Africain. Il a combattu en Europe, aux États-Unis, sans jamais renier ses origines. Mais au-delà d'être seulement le porte-drapeau du migrant qui peut réussir sa vie à l'étranger, lorsqu'il quitte l'UFC, Ngannou avait un projet en tête pour l'Afrique. Ngannou ne voulait pas seulement inspirer l'Afrique, il voulait bâtir en Afrique. Dans son nouveau contrat avec le PFL qu'il a signé cette année,
on peut voir que Ngannou deviendra le président du PFL Afrique. Dans les mois à venir, on est garanti que de grands événements sportifs vont être montés en Afrique. Et Ngannou sera le président de l'une des plus grosses organisations mondiales du MMA. Est-ce que c'est pas beau ça? Devenu champion de MMA, il a fait aménager le centre dont il rêvait gamin. J'ai grandi avec ce rêve. Malheureusement, il n'y avait rien. Alors, moi, j'ai toujours rêvé que peut-être un jour, un bon samaritain viendra et comme ça, fera apparaître une salle de sport de combat où je pouvais aller m'entraîner. Je savais que s'il y en a 2 ou 3 enfants là-dehors qui ont le même rêve que j'en avais à cette époque, qui ont cette même détermination, ça valait quand même le coup de se donner ce mal. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. C'était un petit peu particulier pour moi de vous raconter ça et puis de cette manière-là. J'avais très envie de vous parler de Ngannou et de Ali par la même occasion parce que je suis très inspiré par ces deux grands hommes. Voilà, je les trouve incroyables tous les deux. Je pense que d'ici quelques temps, des livres seront écrits sur Ngannou également. Peut-être, pourquoi pas, un livre intitulé Ngannou, le Mohamed Ali de notre époque. Mais si jamais quelqu'un écrit ce livre, j'espère que je serai cité dedans. Hein, qu'on citera JC de Box Attitude. Bon, c'était voilà, une vidéo assez personnelle. J'espère vraiment que ça vous a quand même bien diverti. Et dans cette vidéo, je voulais aussi inclure une autre discussion autour de plutôt Ngannou dans la boxe anglaise et ce qu'il va réaliser. Mais vous savez quoi, ça sera le sujet d'une autre vidéo qui sortira peut-être lundi ou mardi. Je vais voir selon le temps que j'ai pour l'écrire et pour la tourner. Elle sera beaucoup plus coolos. Vous voyez, j'irai sûrement au parc ou au bord de la mer pour faire un face caméra. Et là, c'était une vidéo un petit peu plus écrite avec du montage. Voilà, j'espère que... Dites-moi si ça vous a plu. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Je vous dis à la prochaine. Fighting!